On va commencer par vous, Michel Guillou. Pouvez-vous déjà nous définir ce qu'on entend par numérique? Qu'est-ce que le numérique à l'école? Ou qu'est-ce que le numérique tout Tout court? court. Parce que Tout court, oui. l'école n'est pas. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais l'école, elle est dans la société, quoi. Oui, oui. Donc le numérique, tel qu'on l'entend dans une acception générale pour tout le monde, pour les citoyens, il vaut aussi pour l'école. Alors qu'est-ce que j'en dis moi du numérique? D'abord, son sens a beaucoup changé depuis des années. Bien sûr, il trouvait son fondement dans les technologies dont nous parleront mes collègues, et donc dans l'informatique, évidemment. Mais très rapidement, ces dernières années notamment, et d'une manière accélérée, le numérique s'est éloigné de ses origines, de ses racines. Le numérique, maintenant, ce n'est pas autre chose. C'est une vision personnelle, mais elle est largement partagée par tous les chercheurs du domaine. Le numérique, aujourd'hui, est un paradigme global, total, un fait sociétal qui nous concerne tous. En gros, le numérique, c'est le paysage, c'est le contexte dans lequel nous sommes en permanence. La question donc de savoir si on doit faire avec ou pas, elle ne se pose pas pour moi, puisque nous sommes déjà dans ce contexte. Nous sommes déjà au cœur même du numérique. Je termine là-dessus, parce que les gens vont comprendre très bien. Les élèves, vos enfants, tous ceux qui ont, à partir de 10 ans, l'occasion d'avoir un smartphone dans la poche, par exemple, ils savent très bien, enfin plutôt ils ne savent pas, ce qui est numérique ou ce qui ne l'est pas, parce qu'ils sont en permanence dedans. D'accord, alors je vais rebondir sur ce que vous avez dit en creux. Est-ce qu'on peut sanctuariser l'école ou il ne faut pas? Ou est-ce que la question est comment on gère le numérique à l'école? Une question large pour commencer. Si on parle des outils, des services, des ressources, mes collègues là vont vous en parler, ils auront sans doute plein de choses à dire. Pour ma part, encore une fois, l'acception que je donne, elle est beaucoup plus générale, elle est en forme de fait global. Hein, encore une fois, c'est le contexte. Donc du coup, la question du numérique à l'école ne se pose pas pour moi. Elle n'a pas de réponse. Le numérique, il est dans la société, il est dans la poche des élèves, il est en permanence dans le monde que nous vivons. Donc la question de l'école ne se pose pas. L'école ne peut pas se sanctuariser, enfin ne peut pas, sur ce domaine-là, se sanctuariser, sauf je vais être un peu vulgaire, pardon, sauf à se débrancher du monde, sauf à se débrancher du monde. Je veux dire que les choses vont tellement vite maintenant que c'est pas possible, ça n'est plus possible. Ça a peut-être été possible pendant un moment, ça ne l'est plus, clairement. Donc, avant de rentrer dans le comment, j'aimerais avoir l'avis de Rémi et de Sandrine. Qu'est-ce que pour vous le numérique et cette notion de sanctuarisation? Michel a apporté un élément de réponse avec lequel je suis d'accord. Je suis désolé, Michel, parce qu'il pensait qu'on allait s'étriper. Ça viendra peut-être un peu après. Mais oui, il est un fait que le numérique est partout. Il est à côté de moi, il est au premier rang, il est dans vos poches à tous. Il est à l'école, il est à la maison. Donc sanctuariser l'école, ce serait la couper de la société, ce qui n'a en réalité pas grand sens. Après, tout dépend ce qu'on entend par numérique. On pense parfois que parce que je représente des entrepreneurs qui utilisent pour l'immense majorité d'entre eux le numérique, on a un credo qui serait le numérique comme une fin. C'est absolument pas ça. La technologie pour la technologie, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Le numérique ne peut rentrer à l'école qu'à la seule condition qu'il soit utile à l'expérience de l'élève, qu'il soit utile à la transmission des apprentissages. Il y a le numérique à la fois comme objet d'étude. Le numérique étant partout, on peut difficilement l'ignorer, et la fracture qui existe entre ceux qui maîtrisent le numérique et ceux qui ne le maîtrisent pas est suffisamment forte pour qu'à l'école, le numérique soit aussi un objet d'étude. C'est pas la même chose de lire les journaux que de s'informer par les réseaux sociaux. La notion de fake news, d'esprit critique, de distance, tout ça c'est lié au numérique et aux médias numériques. Et c'est quelque chose qui doit être enseigné à l'école. Et qui l'est d'ailleurs. Il y a des sensibilisations qui sont faites. Et puis il y a aussi le numérique comme outil. Le numérique peut, et on y reviendra sans doute, mais comment dirais-je, améliorer l'expérience de l'élève. Je vais vous donner un exemple, celui de l'intelligence artificielle. Alors quand je dis ça, en général, ça fout les jetons. Je regardais l'autre jour un journal télévisé, on parle d'intelligence artificielle, quelqu'un arrive avec un robot et dit voilà celui qui va prendre votre job demain. Évidemment, quand on aborde des choses comme ça fait peur à tout le monde. Sauf que l'intelligence artificielle, ce n'est évidemment pas ça. Et que personne ne va prendre votre boulot demain.
peut-être que quelqu'un va prendre la partie la moins intéressante de votre travail pour vous permettre de vous concentrer sur les choses à plus forte valeur ajoutée. L'intelligence artificielle, à l'école, permet d'individualiser les enseignements. Moi, j'ai été prof pendant longtemps, pendant une quinzaine d'années. Alors, j'avais des grands, j'étais prof dans l'enseignement supérieur. Et quand on a 30 élèves, il y a sans doute des enseignants parmi vous qui vont comprendre ce que je veux dire. Quand on a 30 élèves, on ne sait pas pour qui on va faire cours. Par définition, le niveau est hétérogène. C'est très rare qu'on ait une classe avec 30 élèves du même niveau. Donc, est-ce qu'on fait cours pour le meilleur? Parce qu'il faut le nourrir, mais on en laisse 29 autres sur le bord de la route. Est-ce qu'on fait cours pour le moins bon? Parce qu'il faut le porter, mais on en ennuie 29 autres. Ou qu'est-ce qu'on fait en général? C'est qu'on fait cours pour le ventre mou, la moyenne. Bon, le résultat, c'est satisfaisant pour personne. L'intelligence artificielle permet d'individualiser les enseignements. C'est le rêve de chaque professeur qu'on peut accomplir avec des exercices qui sont distincts selon que l'élève peut aller plus vite, doit obtenir davantage de support, etc. Donc utiliser à cette fin et comme un moyen, le numérique peut, à mon sens, mais il ne faut pas en faire une obsession, mais peut, à mon sens, améliorer sacrément l'expérience de l'élève. Sandrine, avant de développer ce qui vient d'être dit par Émy Charles. Je suis assez d'accord avec les deux intervenants. En fait, ce que je pense, c'est que le numérique, il n'est pas à la place d'eux, il est en complément d'eux, et qu'on a souvent tendance à opposer. Je ne sais pas pourquoi on veut absolument opposer les choses, alors que les choses fonctionnent ensemble. J'ai juste un exemple à donner, c'est vraiment un exemple qui m'est arrivé la semaine dernière. J'étais dans une université et ils ont adopté le projet Voltaire et ils me disent mais vous êtes sûr, est-ce que ça marche pas? Vous pouvez peut-être développer ce qu'est le projet. Le projet Voltaire, c'est un projet en orthographe où on soumet en fait des difficultés en orthographe à des jeunes et en fonction des difficultés, c'est de l'intelligence artificielle, en fonction des difficultés qu'ils ont, des fautes d'orthographe qu'ils ont, on leur resoumettre X fois, leur expliquer la règle et leur resoumettre X fois la même difficulté pour voir s'ils ont réussi à la lever ou pas. Ils disent oui, on a l'impression que ça ne marche pas, vous êtes en train de proposer des formations personnalisées qui s'adaptent justement au profil de chacun des étudiants, c'est peut-être mieux. Et moi, ce que je leur ai répondu, c'est ni mieux ni moins bien. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'au départ, l'étudiant doit comprendre en fait ce qu'il apprend. Donc on part de qui il est, on part de sa personnalité, on part de son fonctionnement mental et on lui apprend l'orthographe et la grammaire en lui expliquant et en lui donnant une méthodologie. Et après, quand il a besoin de s'entraîner, on ne va pas faire un coaching personnalisé toute sa vie pour s'entraîner. Et ben, il y a des outils comme le projet Voltaire qui sont pour le coup des outils numériques qui permettent de continuer à s'entraîner sans avoir recours forcément à un individu. Donc c'est complémentaire, ça ne s'oppose pas. Alors très bien, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Vous êtes à peu près unanime sur la place du numérique dans l'école, mais est-ce que l'école est là pour apprendre par le numérique, apprendre à se servir du numérique ou apprendre pour le numérique, c'est-à-dire à coder, à savoir comment fonctionnent les robots, etc. Quel est entre les trois? Est-ce qu'il y a un choix à faire ou il n'y a pas de choix à faire? J'allais dire un peu les trois, mon capitaine. Alors, on vous entend. Êtes normand, vous. J'aurais pu. On entend beaucoup parler de coding pour les enfants, etc. Il commence à y avoir d'ailleurs des voix pour dire à quoi ça sert d'apprendre un enfant à coder à 8 ans ou 10 ans. De toute façon, dans 10 ans, on ne codera plus de la même manière. C'est exact, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Pour autant, apprendre à coder, c'est apprendre à maîtriser une forme de langage. C'est aussi maîtriser demain le langage des algorithmes, c'est maîtriser la robotique. Et ça, c'est en termes de culture générale numérique, c'est à mon avis pas complètement idiot. Donc en complément d'autres choses, oui, apprendre par le numérique, on l'a dit, encore une fois, je pense qu'il y a des outils qui sont formidables et qui mériteraient sans doute de se retrouver dans les mains des élèves à l'école et surtout dans les mains des professeurs, parce qu'il y a un vrai enjeu qui est celui de la formation des professeurs. Avant de parler des élèves, on pourra déjà parler des professeurs. Et quant à apprendre le numérique pour le numérique, ça viendra plus tard. Non, j'ai envie de dire apprendre à se servir du numérique, c'est-à-dire en gros savoir à l'éteindre et savoir l'allumer quand on en a besoin ou pas. Alors, savoir l'éteindre, savoir l'allumer, ça c'est la leçon 1. C'est le bouton on-off, ça c'est relativement simple. Mais savoir le maîtriser, savoir prendre la distance, bien sûr. Et ça, beaucoup d'enfants l'apprennent grâce à leurs parents. Parce qu'il y a des choses qui se passent à l'école, vous le savez tous, bien entendu. Mais il y a aussi énormément de choses, sinon davantage, qui se passent à la maison. Et là, il y a une forme d'inégalité entre ceux qui ont des parents qui sont capables de sensibiliser, qui sont capables d'apporter des éléments de culture et de culture numérique, et ceux qui n'ont pas cette approche, qui n'ont pas ce recul. Et l'école, elle est là pour, sans doute, gommer cette inégalité, pour donner à tous la capacité de vivre avec le numérique. Sandrine ? Moi, pour rebondir sur ce dernier point, parce qu'on a compris qu'on allait apprendre
en partie aux outils numériques et que, effectivement, pour le numérique, effectivement, on allait apprendre aussi. Moi, sur ce point-là plus particulier, je pense que c'est pas vraiment le rôle de l'école d'apprendre quand il faut allumer un ordinateur et quand il faut l'éteindre. Le temps d'exposition aux écrans, c'est un rôle parental et c'est un rôle de santé publique aussi. Donc, je pense qu'il y a des... Aujourd'hui, les scientifiques sont en train d'aller tous dans la même direction pour dire que pas trop d'écran de 0 à 3 ans et après un usage limité, progressif et avec un usage particulier en fait du numérique. Et ça, c'est pas du tout le rôle de l'école. En revanche, quand on disait tout à l'heure de mettre le numérique à l'école, je pense que l'école a un vrai travail sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les fake news. Aujourd'hui, il y a beaucoup des travaux qui sont faits en groupe. Il y a beaucoup de recherches documentaires qui sont faits au niveau des exposés des jeunes. Donc, on va leur demander de trouver de l'information. Et aujourd'hui, on sait que le problème n'est plus le flux d'informations, parce qu'il y en a partout de l'information. Donc, ils vont sur Google, ils vont trouver de l'information en veux-tu, en voilà. On a eu un cas très spécifique. On a travaillé à l'université d'Evry et à un moment, on a fait 1h30 d'atelier sur les fake news. Et on exposait les étudiants à plein d'informations différentes. Et notamment, à un moment, on leur a soumis des articles de Legoraphie. Donc forcément, c'est un... Vous pouvez juste dire ce qu'est Legoraphie. Legoraphie, c'est un média qui est totalement satirique, donc où toutes les informations sont erronées, mais c'est plutôt pour faire rire les gens, pour les faire réfléchir. Et en fait, les étudiants de la fac, donc ils sont quand même, c'est des gens qui ont la vingtaine, ne connaissaient pas Legoraphie et ont pris cette information pour argent comptant. Donc on voit bien le danger aujourd'hui qu'il y a dans le traitement de l'information auquel sont soumis les jeunes. Et ça, pour le coup, je pense que ça fait partie des vrais enjeux de l'école à tous les niveaux, de leur apprendre à savoir vérifier l'information, à découvrir quelles sont les informations fiables sur lesquelles ils peuvent s'appuyer et quelles sont les informations, pour le coup, sur lesquelles il ne faut absolument pas communiquer. Parce qu'on voit bien sur les réseaux combien d'informations sont relayées alors qu'elles s'avèrent être totalement fausses. J'entends ce que vous dites, mais là, on est plus sur l'aspect réseau social, en fait, que sur le numérique. Non, pas seulement, parce que quand ils font des exposés, ils vont faire des recherches documentaires. Et donc, on est vraiment sur... il y a un vrai danger, c'est-à-dire on est en train de façonner des esprits de jeunes sur des informations qui sont fausses. Et donc, c'est quand même l'enjeu de l'école de leur dire attention, le numérique, c'est pas... c'est-à-dire, si je comprends bien, c'est faire un copier-coller Wikipédia. L'école doit apprendre à se méfier de ça, en fait. C'est pas forcément Wikipédia, parce que pour le coup, c'est un exemple. C'est surtout apprendre à savoir quelles sont les informations dont on peut se fier, qu'on peut relayer, qu'on peut utiliser, et quelles sont les informations qui sont fausses et qui du coup vont c'est développer l'esprit critique des jeunes autour des flux d'informations auxquels ils sont soumis, pour qu'ils sachent en fait quelles sont les informations sur lesquelles ils peuvent s'appuyer, celles sur lesquelles ils peuvent pas. C'est très dangereux en fait. Une société où il n'y a plus de garde-fous par rapport à la qualité de l'information qui est véhiculé. Michel Guilloux, pour rebondir sur ce que vient de dire Sandrine Dirani, j'ai une question complémentaire. Elle nous dit que ce n'est pas le rôle de l'école d'apprendre aux enfants, aux élèves, à comment se servir du numérique. Pour autant, il y a des études qui montrent qu'aujourd'hui, ce sont les classes défavorisées qui ont un moins bon usage du numérique, puisque, comme le disait Rémi, ils ne sont pas formés au numérique. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que la fracture s'accentue, en fait? Oui, il y a autant de risques que de potentialités. Juste pour revenir un instant sur ce qui a été dit précédemment, je réfute totalement, et je pense que du coup vous m'avez mal compris tout à l'heure, l'idée qu'il faut réduire le numérique à seuls aspects utilitaires. Encore une fois, les outils numériques, il faut les nommer comme cela. Hein. Il y a des outils numériques, alors un ordinateur c'est un outil numérique, un smartphone c'est un outil numérique. Ce sont d'ailleurs plus des outils informatiques que numériques, mais enfin ce sont des outils. Et ils ont leur intérêt, certes, mais ce sont des artefacts. Rien d'autre que des artefacts. Moi, je promeus, et en même temps, je le constate, parce que faire la promotion, ce serait aller trop loin. J'observe, encore une fois, c'est le mot exact, que le numérique, c'est beaucoup plus que cela. Et les mots qui ont été employés par Sandrine à l'instant sont les mots exacts. C'est les problèmes des enjeux qui sont liés à la percussion d'un enseignement traditionnel tel que nous l'avons vécu, tel que je l'ai vécu, tel que les enseignants qui sont en ce moment en classe l'ont vécu, avec un monde dans lequel l'information est en permanence présente autour de nous,
où le maître lui-même n'est plus le seul dépositaire des savoirs et des connaissances et des savoirs. Et cette percussion-là, c'était Emmanuel Davidenkoff il y a quelques années qui avait intitulé son livre Le tsunami numérique. Il s'agit bien d'un tsunami, il s'agit bien d'un événement cataclysmique. Cette percussion-là entre la société numérique et la présence numérique omnipotente, numérique, qui présente, encore une fois, des potentialités et des dangers. Hein, éventuellement, on peut en parler. Mais cette présence-là, cette collision-là avec une école traditionnelle, on est au cœur même ici, dans le salon des écoles traditionnelles. Hein, eh bien, cette action-là, elle pose problème, évidemment, à tous les acteurs de l'école. Moins sans doute aux élèves qu'aux enseignants et aux cadres. Moins sans doute aux élèves qu'aux enseignants et aux cadres, mais elle pose problème, oui, bien sûr. Vous avez à peu près le même discours en mettant l'accent sur le rôle des enseignants. Comment on peut former aujourd'hui les enseignants au numérique de façon intelligente? Ce que je dis, Michel, est tout à fait juste sur la posture de l'enseignant. J'ai été prof et j'ai vécu l'arrivée dans ma salle de classe des ordinateurs. Bon, alors au lieu d'écrire avec des cahiers, des stylos, ils prenaient des notes très bien, ça fait un peu de bruit, c'est pas très grave. Et puis j'ai vécu un autre phénomène qui était l'arrivée du Wi-Fi. Et je faisais un cours de droit et à un moment donné, un élève lève la main pour me dire, monsieur, ce que vous dites, Wikipédia dit le contraire. Bon, en l'occurrence, Wikipédia avait raison, donc j'ai eu l'air cruche, mais peu importe. Et surtout, je me suis dit, là, il faut que je change ma façon d'enseigner. D'abord, ça veut dire qu'il faut que je prépare mes cours, parce que je ne faisais plus tellement. Mais je ne peux plus arriver et, avec un savoir, le déposer, attendre qu'il l'ingurgite, qu'il le digère et puis qu'il le recrache sur une copie pour savoir s'ils ont la note qui leur permet de... C'est plus comme ça. Le savoir, il est partout. Il est partout. Alors, il faut accompagner cette recherche du savoir. Il faut accompagner la façon dont on va l'animer. Je ne sais pas si le professeur doit devenir un animateur, mais... Est-ce que je peux... je t'en prie, bien sûr. On va être d'accord, bien sûr. Ouais. Mais peut-être sur les mots. Ce n'est pas les savoirs qui sont disponibles partout. Ce sont les informations. Et je pense que le rôle du maître, c'est de transformer ces informations d'abord en connaissances, puis ensuite en savoir. Et que c'est un rôle essentiel, évidemment. On en est encore une fois d'accord. Mais voilà, donc la posture de l'enseignant, elle doit évoluer. Mon gamin est entré en 6e cette année. Je suis allé l'accompagner à la rentrée. J'ai cru que je revivais ma rentrée de 6e. C'est terrible. Et il y avait la salle de classe avec les pupitres, les uns derrière les autres. Il y avait encore un tableau avec une craie. Il y avait un rapporteur jaune, vous avez tous vu ça, hein, avec une grande truc en bois, là, machin. Et une carte de France sur le côté, une carte de l'URSS. Non, j'exagère. Mais voilà, j'ai cru que j'étais dans ma salle de classe. Et tous les matins, mon gamin part à l'école avec 12 kilos de livres sur les épaules. Lui qui pèse à peine 3 fois plus, je me demande à quel moment ça va lui déformer le dos. Mais est-ce qu'il est normal qu'en 2019, mon fils vive la même scolarité que moi en 1986? Je ne suis pas certain. Il apprend aussi des choses quand il rentre à la maison sur son iPad, pour peu qu'il regarde des choses intelligentes, et on est là pour faire en sorte que ça arrive. Il apprend des choses. L'apprenant d'aujourd'hui n'est pas l'apprenant d'hier. Et les métiers auxquels on doit former, parce que l'école a aussi cette fonction-là, je suis désolé, de former à des métiers demain ou après-demain, ne sont pas les métiers d'hier et ne sont même pas les métiers d'aujourd'hui. Alors je ne vais pas revenir sur les chiffres. Est-ce que c'est 50, 60, 70, 80% des métiers dans 20 ans qui n'existent pas aujourd'hui? Peu importe. Ce qui est certain, c'est que les métiers qui arrivent vont exiger des compétences auxquelles on ne forme pas les jeunes. Et je suis ravi d'ailleurs de savoir qu'ici, dans ce salon, il y a des écoles qui apportent des pédagogies différentes, où on va travailler davantage en collaboration, on va davantage s'intéresser à l'épanouissement de l'enfant, à la façon dont il interagit avec les autres, et qu'il ne soit pas systématiquement dans une compétition pour avoir la meilleure note, parce que c'est ça qui se passe la plupart du temps. Donc le numérique décrit un paysage dans lequel nous sommes. L'école est un élément de ce paysage et doit préparer nos enfants à l'appréhender de la meilleure des manières. Et pour répondre précisément, on ne peut pas éteindre ou allumer le paysage. On ne peut pas. Je veux dire, ça n'a pas le moindre sens. Voilà. Le paysage, il est autour de nous en permanence. Alors il faut faire avec. Et j'espère qu'il sera le plus joli possible, le paysage. Mais ça pose quand même la question sanitaire de sa relation au numérique. Donc comment on gère cette question sanitaire? J'avais juste un petit truc à rajouter sur la question précédente. On n'arrête pas de parler de révolution, d'une révolution nécessaire de l'éducation, ce qui est un fait. Hein. Aujourd'hui, la France baisse chaque année dans les classements PISA. Donc on est juste expliquer le classement PISA peut-être. Le classement PISA, c'est un classement qui va positionner les différents pays en fonction des acquisitions dans les matières principales, français, maths, tout ça. De mémoire, on est 23e, c'est ça? Je ne sais plus, mais on baisse chaque année, on ne peut pas dire que ce soit glorieux. Donc il y a une
une révolution nécessaire de l'éducation en France. Et précisément, je pense que si le numérique était plus adopté au niveau des écoles et des professeurs, des maîtres, ça permettrait de réaliser cette révolution. Pourquoi? Parce que comme on le disait, l'information, le savoir, on peut tout à fait aujourd'hui l'acquérir de façon différenciée. C'est-à-dire, on peut tout à fait, en amont, sous forme de classe inversée, dire aux étudiants que c'est ça qu'ils ont à apprendre, que c'est ça le savoir qu'on voudrait qu'ils maîtrisent. Et une fois qu'ils maîtrisent le savoir, la salle de classe serait plutôt consacrée à mettre en pratique ce savoir. Parce qu'aujourd'hui, ce qui manque en France, c'est vraiment la partie pratique. C'est, OK, on sait plein de choses, mais à quoi ça sert? C'est quoi le sens de ce qu'on apprend? Comment on le met en pratique? Et on est toujours, effectivement, comme disait Rémi, dans les mêmes salles de classe, on dit aux élèves, alors soyez bien assis, mais alors surtout bougez pas, alors qu'on sait qu'on n'apprend pas de la même façon. Les petits Finlandais qui sont premiers, je crois, au classement PISA, eh ben, ils bougent en classe. On leur dit pas, restez bien assis, oh là là, ils sont agités. Ben non, ils ont le droit de bouger, ils ont le droit de marcher pendant qu'ils sont en cours, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Donc si on servait du numérique pour, en amont, acquérir le savoir nécessaire et se servir de la salle de classe où le professeur reprendrait une dimension, c'est pas juste de façon descendante véhiculer du savoir, c'est de collaborer, de faire émerger le savoir auprès de ses élèves et de ses étudiants et de les rendre acteurs de leurs apprentissages. Et on ne peut pas le faire si on est juste en train de distiller du savoir de haut en bas, quoi. Mais je vais revenir à ma question sur l'aspect sanitaire et peut-être être plus précis. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, pas d'écran entre 0 et 3 ans, vous avez dit. Donc à partir de quel âge on introduit le numérique à l'école et à quelle proportion ou à quelle dose? De 0 à 3 ans, donc pas du tout d'écran. Enfin, c'est ce qui est recommandé, on va dire. Après, de 3 à 6 ans, je crois qu'il y a c'est des tout petits créneaux et c'est accompagné. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment dans le cadre des écoles, que ce soit vraiment le moment. Enfin, je ne vois pas en maternelle l'intérêt de mettre du numérique dans les écoles. Après, progressivement, le numérique va apparaître. De 6 à 9 ans, il va apparaître de plus en plus, mais toujours avec un accompagnement d'un adulte et c'est ce qu'on disait en fait depuis le début, le numérique pour le numérique, ça n'a absolument aucun intérêt. C'est le numérique au service de quelque chose qui a un intérêt. Donc petit à petit en accompagnant... Comment ? Je suis en désaccord complet. Peut-être laissez-la finir sa phrase. Oui, terminé. D'accord. Avec un accompagnement, et si c'est au service de quelque chose, très bien. Et après, de toute façon, je pense que c'est vraiment un apprentissage, mais comme tout le reste de l'éducation, j'ai envie de dire, c'est d'expliquer aux jeunes les enjeux et les méfaits potentiels du numérique et de progressivement leur donner une autonomie par rapport à l'usage qu'ils auront du numérique, parce que c'est vrai tout au long de la vie en réalité. Nous-mêmes, on est très souvent accros à nos écrans. Si on ne fait pas attention, moi je sais très bien que souvent mes enfants me disent mais c'est chiant, ça fait 3 heures qu'on est avec toi et tu as envoyé 3 mails, enfin tu es toujours sur ton téléphone. Alors j'ai toujours une bonne raison, ou parfois pas d'ailleurs, mais je pense souvent que j'ai une bonne raison. Je suis en train d'envoyer un mail. Vous allez tenir 1 heure là? Je sais pas, j'ai mon téléphone est là, attention, je vais voir. Mais c'est vrai qu'on a tous cette addiction potentielle aux écrans à laquelle il convient d'être éduqué, je pense, en fait. Et donc ça, c'est le rôle de l'école ou pas alors finalement? C'est surtout le rôle des parents pour moi, mais parce que c'est un projet familial et on n'a pas tous les mêmes vies en fait. Vous avez des parents isolés où c'est plus compliqué parce qu'on sert un peu de l'écran comme du nounou. Vous avez des parents, effectivement, il y avait aussi un niveau d'éducation où c'est plus facile en fait de laisser les enfants faire des écrans. Il y a plein de raisons et plein d'usages différents du numérique. L'important, c'est de comprendre à quel usage, à quelle fréquence et comment on accompagne les parents pour les sensibiliser au sujet et pour les aider finalement à réduire la part du numérique non utile, on va dire, auprès de leurs enfants. Vous étiez en désaccord, Michel. Oui, je suis en désaccord, mais c'est pas un désaccord de fond, c'est un désaccord de forme. Encore une fois, je le répète, je refuse et je réfute l'idée d'un numérique utilitaire et exclusivement utilitaire. Donc poser la question de savoir si il faut faire avec ou faire sans n'a pas le moindre sens. La question de savoir s'il faut utiliser ou pas les tablettes n'a pas de sens pour moi. Elle se pose uniquement, enfin, elle peut éventuellement se poser à la maison, bien sûr, ou en classe, quand on a besoin d'un outil numérique. Mais le numérique en soi, il est présent partout, encore une fois. Il est présent, mais y compris dans la tête des enfants. Alors, juste une réponse quand même, ce qui va tenir en 2 mots.
comment peuvent faire les parents pour résoudre les problèmes liés à une présence trop forte des outils numériques dans la vie, hein, pour dire les choses simplement. Et moi, je ne parlerai pas d'écran parce que, évidemment, l'écran ça n'a pas de sens de parler des écrans. Il se passe tellement de choses à travers ces écrans. On ne sait pas ce qui traverse, ça dépend de ce qui traverse, ça dépend du contexte, ça dépend des consignes qui ont été données, ça dépend de la manière dont les adultes réagissent à côté des enfants pour la prise en compte des contenus qui traversent ces écrans. Donc ne parler des écrans n'a pas le moindre sens pour moi. Donc les articles ou les livres qui sortent à ce sujet je suis en total désaccord avec ça. Alors en revanche, parce qu'il faut trouver des réponses quand même, hein, il y a 2 mots essentiels. Il y a un mot qui veut dire grosso modo la même chose. Le premier mot, il est utilisé largement par notre ministre en exercice, qui est Jean-Michel Blanquer, qui ne cesse de parler que de ce mot lorsqu'il entend le mot numérique, celui de discernement. Il dit les parents ou les professeurs ou l'école doivent être en capacité de discerner ce qui est bon ou ce qui est mauvais. C'est de la responsabilité des enseignants, d'une certaine manière, de faire avec les outils qu'ils veulent utiliser ou de faire avec les services dont ils veulent se servir. Cette notion de discernement, qui est d'ailleurs d'origine jésuitique, hein, clairement, c'est aussi l'origine de la formation de Jean-Michel Blanquer. Il a été formé chez les jésuites. Ce discernement, il est au cœur même de la réflexion d'un homme de ce siècle aussi. Alors moi, j'ai un autre mot qui vaut aussi, hein, et qui peut être utilisé, parce que c'est aussi ma formation personnelle, hein, c'est celui de raison. La raison, celle du siècle des Lumières, qui permet à un parent de décider ou pas de faire telle ou telle chose avec son enfant, ou de l'autoriser ou pas à faire telle ou telle chose avec un outil numérique, avec un smartphone, avec un écran, avec un jeu vidéo par exemple. Et cette décision-là, elle est empreinte d'une démarche raisonnée, j'allais dire aussi raisonnable. Ces 2 mots, discernement et raison, qui veulent dire au second de la même chose, hein, tout dépend en fait de la culture qu'on a, doivent être au cœur de notre capacité à réagir, parce que je partage vos problèmes, hein, je partage les problèmes des parents et ceux des enseignants, notre capacité à réagir et à trouver les bonnes réponses aux problèmes qui se posent, aux problèmes sanitaires, si vous voulez absolument parler de santé, aux problèmes sanitaires qui se posent. Mais encore une fois, il n'y a pas de problème sanitaire avec le numérique. Le paysage en soi, il n'est pas mauvais. Il est mauvais que ce qui éventuellement peut être mauvais, c'est les mauvais usages des outils, des services et des ressources. Et alors, parfait pour la transition. Rémi, vous êtes directeur général de EdTech France. On le voit, en introduisant le numérique à l'école, se pose la question de qui est derrière, les GAFA, les produits. Et on voit bien que l'éducation nationale a une certaine réticence vis-à-vis de ces, on va dire, grandes entreprises, mais qu'il n'y a pas de réflexion globale. Donc il faut des fondations comme Zeneduc. Comment aujourd'hui on gère à la fois le matériel et les contenus dans le numérique à l'école? Alors, d'abord, l'association que je représente, EdTech France, fédère des entreprises françaises qui ne sont pas des GAFAM et qui sont pour l'immense majorité d'entre elles des structures récentes et de taille raisonnable, de taille modeste. Essentiellement pour une raison, c'est que lorsqu'on est un jeune entrepreneur, jeune ou moins jeune d'ailleurs, et qu'on veut travailler avec l'éducation nationale, avec les écoles primaires, les collèges ou les lycées, il n'y a quasiment pas de marché. Il n'y a quasiment pas de marché parce qu'on va nous dire qu'il n'y a pas de moyens, parce qu'on a acheté les écrans et qu'on a plus d'argent pour y mettre des ressources. C'est comme si on achetait des voitures mais qu'on n'achetait pas l'essence. C'est un peu embêtant quand on distribue l'essence et que du coup les voitures ne servent à rien. Et puis aussi parce qu'il y a des circuits d'achat qui sont extrêmement complexes. Vous voulez vendre une solution à une école primaire, l'utilisateur final c'est l'élève, l'utilisateur qu'on peut imaginer intermédiaire, c'est le professeur, mais le payeur, c'est la collectivité. Vous imaginez, il y a autant de clients potentiels qu'il y a de collectivités en France. Et quand vous avez convaincu le maire, il faut ensuite convaincre le prof. Ou quand vous avez convaincu le prof, il faut convaincre le maire. Bon. Donc c'est extrêmement complexe. Donc moi je considère que ces entrepreneurs qui sont sur ce qu'on appelle le K-12, c'est-à-dire le marché du scolaire, ce sont des héros. Parce qu'ils vont sur un marché qui n'existe quasiment pas. Alors vous allez me dire pourquoi ils y vont? Parce qu'ils y croient. Et que l'immense majorité des entrepreneurs de la EdTech qui vont vers le scolaire, ils sont fils d'enseignants, ils sont anciens enseignants eux-mêmes, ou enseignants parfois encore en activité, et ils ont des valeurs, et ils ont envie que les jeunes apprennent différemment, etc. Bon. Donc la question des GAFAM ou pas les GAFAM, elle est presque secondaire. Parce que la première question, c'est de savoir quels sont les outils qu'on va utiliser et comment on va les utiliser. Et après, il faut aussi avoir conscience d'une chose, c'est que
le marché du scolaire pour l'ensemble de la tech en France, c'est moins de 7%. En Chine, c'est pas un petit pays, c'est 68%. Il y a des licornes en Chine. Quand vous dites 68%, c'est-à-dire 68% du marché global de la tech, c'est-à-dire la technologie au service de l'éducation et de la formation, concerne le marché du scolaire, c'est-à-dire pour les enfants. Alors qu'en France, c'est 7%. Et je le disais, il y a des licornes en Chine. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une licorne dans le vocabulaire de la tech? C'est une entreprise qui est valorisée à plus de 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars. L'année dernière en France, c'est un indicateur parmi d'autres, mais l'ensemble des levées de fonds pour l'ensemble de la filière EdTech, c'est à peu près 150 millions d'euros. Voilà. Sachant que sur ces 150 millions d'euros, il y a déjà plus de 100 millions qui ont été levés par 2 entreprises qui ne sont pas sur le scolaire. L'une s'appelle Open Classroom, vous avez peut-être déjà entendu parler, l'autre s'appelle Klaxoon. C'est une solution essentiellement pour les entreprises. Il y a 2 mois, une start-up indienne a levé à elle seule plus de 500 millions de dollars. Et elle est sur le marché scolaire, parce que le marché est structuré différemment. Donc ce qui est à peine un marché en France est un marché gigantesque en Chine, en Inde, aux États-Unis et dans l'immense majorité du monde. Ça veut dire que dans 5 ans ou 10 ans, si on n'a pas valorisé la filière française et qu'on voudra s'ouvrir au numérique, on n'aura pas d'autre choix que de faire appel à des solutions développées par des Chinois, des Indiens, des Américains. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises solutions, mais ça veut dire simplement qu'elles n'ont pas été pensées, développées, construites dans le même système de valeurs que le nôtre. Voilà. Et ça me pose un problème pour aujourd'hui, mais ça me pose un problème pour demain. Parce que derrière ces enjeux de business, de levée de fonds, tout ça paraît très terre à terre, il y a un enjeu de souveraineté derrière. On parle de l'éducation de nos enfants. C'est pas anodin. Et Sandrine, justement, pour continuer sur cette thématique, on est surtout sur du B2C dans le domaine du numérique en France et assez peu dans le B2B. Comment on pourrait justement, comme vient de le dire Rémi, développer cet aspect en fait ? Moi, j'ai choisi d'être sur le B2C, justement pour contourner tout ça. Peut-être expliquer ce qu'est B2C, B2B. C'est le business to consumer, donc c'est en fait Merci. de vendre au consommateur final. Donc moi, j'ai décidé de vendre directement. En fait, à la base, Zeneduc s'adressait directement aux parents et aux enfants. Donc je m'adressais pas du tout à l'éducation nationale. J'ai contourné en m'adressant directement aux parents et aux enfants. Après, ce qui est très étonnant, c'est que c'est l'éducation nationale qui est venue me chercher. Pourquoi ? Parce qu'il y a des directeurs d'école ou des personnes qui travaillaient à l'université ou des personnes qui travaillaient au pôle éducation dans des mairies, qui sont que des vrais cas, dont les enfants ont suivi des formations sur le site Zeneduc et qui ont été hyper satisfaits du résultat et qui ont commencé à me dire bon bah c'est super, mais pourquoi ne pas le mettre aux mains de tous les enfants de ma ville, ou bien pourquoi ne pas le mettre au sein de l'université, ou pourquoi ne pas le mettre dans mon école, donc voilà. Et finalement, c'est comme ça que de façon presque opportuniste, j'ai commencé à travailler avec les écoles, les mairies et les universités. Donc, c'est pas impossible, puisque ça arrive. Mais c'est vrai que si on se focalise sur ça dès le départ, on va rentrer dans un point de blocage qui est assez décourageant, et ça il faut le dire. Et c'est vrai que quand Rémi parlait tout à l'heure de levée de fonds, bon moi j'ai pas du tout envie de lever des fonds parce que j'ai réussi à trouver un cercle vertueux qui marche bien, mais c'est vrai qu'il y a un vrai décalage. C'est quoi ce cercle vertueux ? C'est justement de travailler avec les universités, les mairies, les écoles qui permettent d'avoir des gros budgets d'un coup et qui permettent d'alimenter la partie du site et donc de faire à la fois en termes financiers, mais aussi en termes de formation. Donc on s'alimente à chaque fois de nouvelles formations, de nouvelles problématiques qui sont levées par les collectivités. Donc c'est vraiment un cercle vertueux qui s'est mis en place. Mais c'est vrai que quand on a besoin de lever des fonds et qu'on est sur le marché français, on sait qu'on a perdu d'avance finalement, parce que par rapport à des pays anglo-saxons, par rapport à l'Inde, par rapport à la Chine, on est aujourd'hui tellement en retard que sur un marché global, on a perdu d'avance. Alors à vous écouter, on a l'impression qu'on est en retard un peu partout. Est-ce qu'il y a quand même des expériences où le numérique fonctionne bien en France, que ce soit en primaire, en collège, en lycée, à la fac ? Est-ce que vous pouvez nous donner 2-3 exemples ? Michel ? Pardon de revenir sur la question, mais moi, le numérique fonctionne bien. Je ne sais pas ce que ça veut dire, encore une fois. Ce qui peut éventuellement fonctionner, c'est l'usage que font certains enseignants des outils ou des ressources ou des services numériques. C'est pas la même question. Est-ce qu'il y a des établissements où l'usage est selon vos critères ? Il y a en France, oui, c'est vrai, quand même quelques pionniers. On peut encore les appeler comme ça, malgré que
que l'essentiel de ce paysage soit mis en place à la fin du dernier millénaire, mais il y a encore, donc il y a près de 30 ans maintenant, hein, il y a encore malgré tout des endroits un peu partout en France où il y a des vraies initiatives, des initiatives intéressantes qui mettent en jeu de nouveaux modèles d'enseignement, de nouvelles attitudes, de nouvelles postures. On en voit tous les jours. Moi, j'étais la semaine dernière, encore une fois, j'en parlais tout à l'heure avec notre collègue, j'étais sur une table ronde à Niort où je rencontrais des enseignants qui, au jour le jour, ont décidé de bouleverser complètement leur manière d'enseigner. Ils sont travaillés en lycée, ils ont dit, bon voilà, les élèves, ils ont dans leur poche un smartphone, je vais m'en servir. Voilà, on va s'en servir quand on en aura l'occasion, et puis quand on n'aura pas l'occasion, on le rangera dans le sac ou dans la poche, mais on va s'en servir. Et puis lorsqu'on aura besoin d'aller chercher quelque chose sur Wikipédia, on essaiera de savoir ce qui est écrit et de le confronter avec les connaissances que j'apporterai pour trouver le meilleur et ce qu'on peut apprendre et les compétences qu'on peut acquérir. Il y a là un travail simple, qui est fait avec non pas un outil qui sera apporté par la EdTech, pardon du coup, hein, mais par un outil qui est commun à tout le monde et qui est dans la poche, qui peut être fait. Il y a plein d'autres exemples. Je repense. Vous allez voir, je vais vous répondre, encore une fois. Je repense à quelque chose qui est extrêmement important, qui est d'ailleurs un des paradigmes qui est mis en œuvre par le numérique, le paysage numérique. C'est celui de la collaboration, celui du partage. Les attitudes de collaboration et de partage ont tendance à se généraliser. Le problème, c'est qu'en France, on évalue rarement. Quand on collabore et quand on partage, on travaille en groupe. Hein. C'est bien le travail du groupe qui est mis en avant. Or, en France, traditionnellement, on n'évalue pas le travail du groupe. Tout le travail d'évaluation est individuel. Donc, il y a là des modifications à mettre en œuvre. Des gens qui travaillent sur ces modifications, il y en a tous les jours. Il y en a tous les jours dans toutes les écoles, les collèges, les lycées de France. Tous secteurs confondus. Le problème, c'est que ça ne se voit pas beaucoup. Et que le paysage, comme il a été décrit tout à l'heure, est effectivement profondément ancré dans des attitudes, dans des postures, dans des modes de fonctionnement, des modes d'enseigner qui datent du millénaire dernier. On enseigne grosso modo, et je termine, vous allez voir que le tunnel va être clos rapidement. On enseigne grosso modo aujourd'hui comme on enseignait en 1950. Rémi, juste pour conclure sur cet aspect positif, est-ce que vous connaissez des expériences d'usage du numérique intéressantes? Je vais d'abord, elle m'en voudra pas, mais livrer un mot que Sandrine m'a dit à l'oreille. Je parlais des licornes en Chine et Sandrine me dit en France, il n'y a même pas de poney. C'est vrai que l'image est bien, je te la pique et je la réutiliserai. Ça marche très fort en entreprise. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous, d'ailleurs, dans leur entreprise, ont eu des formations. Voilà. Et là, il y a un marché qui est mature et il y a des usages qui fonctionnent très bien. Et dans les entreprises aujourd'hui, la révolution numérique, elle est là. Le paysage aussi a changé. Et vous imaginez que de grandes entreprises ont des enjeux de transformation numérique terribles, qu'il y a des métiers qui changent. Bientôt... Si je peux juste faire une petite parenthèse, les enjeux de transformation numérique de l'entreprise, et je pense qu'on sera d'accord, ils concernent d'abord et avant tout, à mon avis, plus les ressources humaines que les directions des services de l'information. Oui, mais quand on est... prenez une grande banque qui a un réseau d'agences, avec dans chaque agence 3 personnes qui sont derrière le guichet. Vous y allez souvent à la banque, vous? Moi, ça fait des mois que je ne suis pas allé dans une agence bancaire, alors qu'il y a quelques années, j'y allais régulièrement. Donc ces gens-là, demain, ils vont devoir faire autre chose. Et ça ne veut pas dire les licencier, ça veut dire les former. Et les entreprises ont compris ça, qu'il fallait former, qu'il fallait faire monter en compétences. Bon. Et tout ça, toute cette formation, elle se fait en règle générale, pas souvent d'ailleurs dans des instituts de formation, dans des universités, elle se fait dans l'entreprise, parfois sur le temps de travail, grâce à des outils numériques. Il y a des gens qui ont changé de métier grâce à leur smartphone, parce qu'ils ont appris sur leur smartphone, grâce à leur écran, etc. Bon. Donc ça marche très fort en entreprise, ça marche aussi, et ça commence à marcher dans l'enseignement supérieur, dans les écoles de management, dans les écoles d'ingénieurs, à l'université. On y arrive, il y a un niveau de maturité qui commence à être atteint. Voilà, maintenant... Dans l'infrabac, ça reste des initiatives réelles, mais isolées, dont on parle assez peu. Et je voudrais quand même rendre hommage à tous ces enseignants qui y croient et qui se battent pour faire des expérimentations, souvent même qui bricolent des trucs dans leur coin. Hein. Et une dernière chose pour terminer, parce que, là, encore une fois, je voudrais insister sur la formation des enseignants. Tant qu'on ne formera pas les enseignants au numérique et à la façon d'utiliser d'autres outils, ben, ce sera très compliqué. Et moi, naïvement, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça... je ne savais pas exactement ce qu'était le numérique à l'école. Hein. Je pensais que les profs les plus en avance, c'était les jeunes profs. Parce qu'ils étaient jeunes, donc le numérique, le machin, le truc. C'est évidemment pas ça.
C'est évidemment pas ça, parce que le jeune prof, son premier défi, c'est de tenir la classe. Quand on n'a jamais fait cours, quand on a 30 gamins en face de soi, avant de se dire quelle solution j'ai utilisée pour différencier l'apprentissage du français selon que les parents parlent français ou pas, on se dit d'abord comment est-ce qu'on fait pour avoir le silence. Bon. Donc ce sont des profs qui ont déjà un peu de bouteille, si vous me permettez cette expression, qui ont une quarantaine d'années, c'est souvent aux alentours de ces âges-là qu'on commence à pu se poser la question de savoir comment est-ce qu'on a le silence, mais comment est-ce qu'on peut modifier l'expérience d'apprentissage. Oui, c'est vrai, bien sûr. En 2 mots, oui. Oui, c'est juste pour compléter. Bien sûr qu'il y a ce que tu dis, il y a on peut se tutoyer. Hein. Il y a effectivement ce qui était rapporté à l'instant qui joue un rôle important. On prend du recul rapidement quand on est enseignant, on prend de la distance et on peut mettre en œuvre des pédagogies différentes, des pédagogies nouvelles. Mais il y a une chose, il faut prendre conscience. Le retard pris sur la formation des enseignants dans le monde de l'éducation, il est encore plus fort et encore plus important dans la formation initiale que dans la formation continue. Donc les jeunes enseignants qui sortent de ce qu'on appelle les SP, hein, qui s'appelaient auparavant les IUFM, les écoles de formation des maîtres, ne sont pas formés à ces enjeux-là. Je ne parle même pas de la formation aux outils, hein. Je parle même pas de la formation aux outils, mais celle de la transformation, par exemple, de la posture du maître. En classe, je ne serai plus en possession unique, je ne serai plus le seul et unique dépositaire du savoir. Il n'y a pas un enseignant qui sort des SP qui sait ça, qui a appris ça. Aucun. Personne. Il nous reste 20 minutes. Le micro est pour vous. Oh là, ça se lève vite. On commence par vous, madame. Bonjour. Alors, oui. Bonjour. Donc, une première remarque, en tant que maman de nombreux enfants et ancienne enseignante, j'ai juste une petite gêne, j'ai entendu aussi dans d'autres conférences sur le rapport que vous avez quand même pas mal avec notre passé et l'école d'autrefois. On a l'impression que tout était négatif et qu'aujourd'hui tout est mieux. Moi, je veux quand même dire qu'en tant qu'ancienne prof de français, je n'ai jamais vu autant d'enfants parler mal le français aujourd'hui, mal l'écrire. Je pense que les textos, la multiplication des écrans et voilà, le numérique à l'excès en sont pour une bonne partie responsables. Moi, en tant que maman, je trouve qu'il est très important de lutter, pardon à l'intervenant de gauche, mais de lutter contre ce paysage, justement, parce que nos enfants sont très attirés et ils font un usage excessif pour beaucoup de la télé, de l'ordi, du téléphone. Donc nous, en tant que parents, pardon, je suis un peu stressée, nous, en tant que parents, on lutte un peu en permanence pour essayer d'aider nos enfants à continuer à jouer dehors, à continuer à s'amuser plutôt qu'à être devant des écrans. Et quand on voit qu'à l'école, il y en a de plus en plus, on a l'impression, au lieu d'être aidé, au contraire, d'avoir à lutter aussi contre l'école. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, voyez. Et juste pour donner un exemple, dans l'école privée où sont mes enfants, mes grands, il y a le projet Voltaire qui est certes super, je trouve que c'est très très bien, mais maintenant il y a aussi le tout numérique pour éviter le poids des cartables. Mais du coup, quand on a plein d'enfants, nos enfants nous disent « Ah ben moi dans ma chambre, il me faut impérativement un écran parce que j'ai plus de livres ». Et du coup, nous parents, on doit encore plus lutter. Ils sont dans leur chambre fermée, ils travaillent ou ils ne travaillent pas. Et nous parents, on se sent plutôt... comment dire, isolé, vraiment isolé par rapport à ça et pas aidé par l'école. Donc moi, je vois plutôt numérique à l'école, arnaque. Sandrine. Oui, j'avais envie de répondre sur 2 points parce qu'il y avait deux questions différentes, on va dire. Ce qu'on dit, c'est que l'enseignement avant était efficace, mais il y avait une autre conception de plein de choses. Le monde a changé. Le monde a changé parce que, pas du tout seulement à cause du numérique, simplement parce que même la notion d'autorité a changé. Parce que la notion de rapport, le rapport entre les parents et les enfants ont changé. Pardon ? Oui, les jeunes ont changé. Donc, en fait, on ne peut plus avoir la même façon d'enseigner qu'avant. Le problème qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'il y a un fossé qui se crée parce qu'on enseigne de la même façon, j'ai envie de dire, en termes de disposition des classes, de positionnement du maître d'école. Et pourtant,
les programmes ne cessent de baisser. Donc, en fait, c'est là que le fossé se creuse. Nous, ce qu'on est en train de dire, c'est remettons des exigences au niveau de la qualité d'enseignement, enfin, de ce qu'on a envie de transmettre aux jeunes. Et c'est ce que revoit la plupart des profs. En fait, ils n'arrivent même pas à faire classe. Il faut faire de l'autorité en cours et tout ça. Et reconcevons la façon de transmettre le savoir. Donc, on recrée des classes différentes. Puisque les jeunes ont changé, il faut s'adapter aux jeunes. J'ai juste un petit exemple qui m'est arrivé. J'ai une école la semaine dernière qui m'a appelée et qui me dit, en fait, on se retrouve avec des professeurs et une génération Z. Alors moi, j'adore les mots génération, machin et tout ça. Bon, mais c'est vrai qu'en gros, il y a des profs qui sont sur une estrade, qui sont avec des PowerPoint en train d'expliquer des trucs à des élèves qui n'écoutent absolument rien. On est dans le noir, machin, donc tout le monde s'endort aux 3/4 et sur son smartphone en train de regarder autre chose. Donc, il y a un décalage total entre un espèce d'enseignement descendant où le prof n'est pas du tout dans la salle de cours, il n'est pas en interaction avec ses élèves, et ce n'est plus possible avec les jeunes d'aujourd'hui. Ils ont besoin de sens, ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin d'expérimenter et de pratiquer. Donc c'était ça qu'on disait, donc c'était pas, on disait pas que et sur le deuxième point, se sentir isolé. Et sur le deuxième point, moi, je suis maman déjà, et je suis d'accord sur le fait qu'on ne peut pas revenir sur le numérique, on ne peut pas revenir sur quelque chose qui est existant. En revanche, pour moi, quantifier l'usage du numérique et avoir vraiment un rôle, des directives claires sur comment on utilise le numérique à la maison est hyper important. Donc sur ça, je ne suis pas du tout d'accord non plus. C'est-à-dire que pour moi, il y a des moments où il ne faut pas du tout utiliser le numérique. Il faut proposer des sorties alternatives. Et c'est vrai que ça devient difficile, parce que quand on propose de sortir, d'aller prendre un ballon, moi j'invite tout le temps des copains de mes enfants, ils se retrouvent tous avec leur smartphone, ils sont 3 avec un smartphone à la maison. Donc je vois très bien ce que vous voulez dire, et je pense qu'il y a vraiment une pédagogie à avoir pour accompagner nos enfants dans l'usage du numérique. Rémi, juste vite fait, parce qu'il nous reste 10 minutes. Oui, le niveau moyen des élèves baisse depuis 30 ans. Ça fait pas 30 ans qu'on a des smartphones. Donc on ne faut pas faire endosser au numérique tous les maux de la société. Après, je suis parfaitement d'accord avec vous qu'on est tous un peu trop dépendants de ça. Mais nous sommes les premiers responsables. Les parents qui luttent le week-end pour reprendre l'iPad ou la tablette des mains du gamin, c'est pas le gamin qui l'a acheté, cette tablette, que diable. Donc remettons-nous aussi nous-mêmes en question. Et puis, n'ignorons pas ce qui est là. Tirons-en le meilleur. On ne peut pas revenir en arrière. Peut-être que ce serait mieux de ne plus avoir d'écran du tout, de ne plus avoir de téléphone. Peut-être que le temps où on pouvait se donner rendez-vous place Saint-Michel à 14h sans avoir besoin de s'appeler, de machin. Voilà, c'était chouette, mais c'est plus comme ça. C'est plus comme ça, et on ne peut pas revenir en arrière. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Donc prenons le meilleur de ce que l'on peut prendre, et le numérique, voyons-le non pas simplement comme une somme de risques, mais voyons-le aussi comme des opportunités. Voilà. Je vais prendre le meilleur de la question. Je vais prendre le meilleur maintenant. Merci, bonjour. Alors, je suis très dans le numérique aussi, un numérique dont vous n'avez pas forcément parlé, c'est le gaming, voilà, c'est les jeux vidéo. Et il y a quelque chose qui est très prégnant, si vous jouez ou si vous avez des enfants, vous le savez sans doute, les jeux vidéo c'est très présent dans leur vie, c'est très présent. Et je rejoins un peu la dame au fond, c'est-à-dire que quand il est enfermé dans sa chambre, on ne sait pas s'il travaille, on ne sait pas s'il ne travaille pas. Et il y a un vrai problème, un vrai enjeu, il me semble, c'est qu'aujourd'hui, votre enfant, qui a 8 ans, ou qui a 9 ans, ou qui a 10 ans, ou qui a 12 ans, vous lui proposez d'aller bosser ses maths, ou d'aller jouer à Minecraft ou à Fortnite, vous savez dans 10 minutes ce qu'il va faire, a priori. Et moins les parents sont éduqués, c'est-à-dire moins les parents ont de temps pour s'occuper de leurs enfants, moins ils ont de moyens pour s'en occuper, moins ils ont d'éducation, moins ils sont en mesure de pousser leur enfant à faire des maths, de le surveiller pour qu'il vérifie qu'il fait ses maths, qu'il bloque son smartphone pour qu'il fasse des maths et pas. Et c'est un vrai enjeu, et il me semble que vous en avez pas vraiment parlé ou pas du tout parlé. Alors j'aimerais vous entendre un peu là-dessus. Juste un mot. Ce débat-là, on l'avait avant que les smartphones existent avec la télé. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, on n'a pas parlé de la télé. Mais moi, quand j'étais môme, on soulevait que les gamins passaient plus de 3 heures devant un écran qui était la télé. Bon,
Minecraft, on n'est pas complètement inactif quand on est avec Minecraft. Je pense que intellectuellement, c'est plus intéressant de passer 1 heure sur Minecraft que de passer 1 heure devant un dessin animé. Bon, voilà. Donc, et la gamification, c'est aussi une façon de rendre plus performants certains enseignements. C'est sûr qu'à la maison, entre un jeu vidéo et les maths, on va choisir le jeu vidéo, mais à l'école, entre une méthode traditionnelle et une méthode qui va utiliser précisément le jeu vidéo, on peut arriver à capter l'attention d'enfants qu'on n'aurait pas réussi à capter. Voilà. Donc c'est tout est une question de mesure et je comprends que ce soit plus difficile un gamin qui regarde Michel, la télé, très rapidement, Oui, très rapidement, oui. Très rapidement pour dire que ce qui a été dit à propos des jeux vidéo est tout à fait exact. C'est compliqué. Ce qui a été dit pour la télévision l'est encore plus. Enfin, l'était déjà au siècle dernier, mais au 19e siècle, les parents disaient la même chose pour les livres. Disaient exactement la même chose pour les livres. Et ils refusaient que les enfants lisent des livres parce que pour eux, c'était une manière de se réfugier dans un monde qui leur appartenait et qui n'était pas partagé. Donc on est dans la même dimension. Voilà. On va laisser la parole au public, une jeune bien sûr. femme. Oui, bonjour. Moi, je voulais avoir votre avis parce que vous aviez parlé du numérique en primaire. Dans le programme de 2015, il s'est passé que dès la petite section de maternelle, ils doivent savoir utiliser une souris sur un ordinateur. Je voulais savoir un peu ce que vous en pensiez par rapport aussi, vous avez parlé de la Pologne, dans le sens où ils bougeaient beaucoup dans la classe. En Islande, pardon. Finlande, enfin bref, un des pays du Nord là-haut. Et du coup, j'aurais voulu savoir justement par rapport à ces 2 cas de figure, ce que vous en pensiez. Je peux répondre très rapidement Michel. sur les programmes de maternelle que je connais un petit peu. Les nouveaux programmes de maternelle disent bien qu'il y a des outils numériques dont le maître peut se servir avec les élèves sans préciser exactement lesquels vont être utilisés. Enfin, une souris. Bon, quel ordinateur n'a pas de souris maintenant? Donc si on a des ordinateurs, on va forcément se servir de la souris. Et si on a des tablettes, on servira d'une tablette, on servira du doigt, donc, hein, pas de la souris. Et si on a des ordinateurs, et je pense que c'est une notion qui est à la fin du programme de maternelle, vous allez me dire le contraire si vous l'avez bien lu, il y a cette notion de l'existence d'un réseau mondial qui puisse permettre à l'enfant, à l'élève, de prendre connaissance, de prendre conscience de l'existence de l'autre. Donc l'encouragement à partager sur l'Internet, donc ça veut dire mettre en relation avec l'Internet, avec l'autre, si lointain, si différent soit-il. Voilà. Moi, ça me semble effectivement un élément extrêmement important aujourd'hui. Pour moi, le problème se pose autrement. C'est de voir la différence entre enseigner pour que l'enfant observe et soit en contact avec le réel et l'opposition avec le virtuel. Et j'ai l'impression que nos enfants, à travers le numérique, à travers les écrans, ils sont dans le virtuel, alors que quand on communique avec quelqu'un qui est votre voisin de gauche ou le petit camarade qui est devant, c'est dans le réel. Quand on découvre la pomme ou les fractions en les partageant soi-même avec un couteau ou en comptant des billes, c'est une acquisition réelle qui me paraît pour le petit enfant plus profonde et plus durable. Et je pense que certaines difficultés qu'on a dans les relations viennent de ce qu'on n'est pas dans le réel. Voilà. Je vais peut-être vous surprendre, mais je suis parfaitement d'accord avec vous. Plus il y aura de numérique, plus il devra y avoir d'humain. Voilà. C'est une évidence. Mais on ne peut pas opposer l'un à l'autre. Et c'est pas parce que on va travailler avec une tablette, mais il n'y a pas que les tablettes, hein. Le numérique, c'est pas forcément que des tablettes, que la technologie. Pardon ? Regardez, aujourd'hui, on est dans un salon, il y a une table ronde, vous êtes des dizaines, vous êtes venus, vous auriez pu suivre cette conférence. Non, on a besoin d'humains. Et le numérique n'est pas là pour nier l'humain. Et le numérique permet aussi parfois de rapprocher les gens. Lorsque on a un enfant qui part 1 an en Australie, on est content le soir de pouvoir faire un Skype avec lui. Je vais vous raconter une histoire et après je très vite, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent poser. On a un groupe WhatsApp avec ma famille. Vous avez peut-être ça. Ma mère elle a 80 ans, mon père aussi, mon neveu il en a 15. On est sur le groupe WhatsApp. Quotidiennement, on a des échanges sur ce groupe. On s'envoie des photos. J'ai vu une photo de mon neveu qui est en week-end. Ma mère a posté un truc, etc. Avant d'avoir cet outil, qui est un outil du numérique, on s'appelait 1 fois par semaine. Et on ne savait pas tous les uns les autres. Aujourd'hui, on a une famille qui
paradoxalement, est plus soudée grâce au numérique qu'elle ne l'était avant. Donc c'est pas tout noir ou tout blanc. Voilà, je vous rejoins de ce point de vue-là. Je me permets de prendre la parole. Du coup, moi, je suis tout à fait en ligne avec ce que disait surtout Sandrine sur l'usage du numérique, etc. Je pense que la question de l'avoir dans le paysage se pose quand même. En tant que parent, on doit quand même limiter l'usage parce que sinon, moi, j'entends très souvent que la vraie vie n'a aucun intérêt. Et pour moi, l'urgence, c'est pas là. L'urgence, c'est dans le fait que les enfants ne comprennent pas pourquoi ils apprennent des choses à l'école. Ils sont désinvestis. Et ma question, du coup, revient un peu sur le numérique à l'école, c'est pourquoi la formation des enseignants a autant de retard? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que dans les startups que vous voyez dans l'EdTech, il y a des avancées là-dessus? Est-ce qu'on est en train de former les professeurs à se dire, oui, le savoir, il est partout, maintenant, c'est pas ça que je dois enseigner, c'est l'implication de l'enfant? C'est malheureusement pas de la responsabilité des startups, j'en suis franchement désolé, mais parce que nous on propose des solutions, en tout cas les entreprises EdTech France proposent des solutions pour aider à la transmission des savoirs, les apprentissages, etc. Nous ne sommes pas responsables de la formation des professeurs, malheureusement. Et je crois que ce serait effectivement l'urgence du moment que d'intégrer le numérique ou l'usage du numérique ou la distanciation du numérique, ou appelons ça comme on veut, dans la formation des enseignants, ou la culture, tout simplement, la culture du numérique. J'ai encore une question ici. Oui, merci. Bonjour. Je m'étais promis de ne pas intervenir, mais je vais intervenir quand même. Donc, je suis docteur en informatique. J'ai été enseignante en mathématiques, en informatique. Et je suis très engagée contre le numérique, parce que le numérique nous envahit partout. Parce que le numérique, contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas du tout virtuel. Il y a des mines qui sont nécessaires en Afrique, en Chine. Ça pollue énormément. Ça consomme énormément d'électricité, donc ce n'est pas du tout anodin. Donc qu'on utilise des outils numériques quand ils sont réellement utiles, qu'ils ont prouvé leur utilité, pourquoi pas. Qu'on en mette partout en disant ça va certainement être utile, et si ce n'est pas utile maintenant, ben on en met encore plus parce que ce sera certainement utile plus tard. Je pense que ça n'est pas un bon choix et qu'il vaut mieux se poser la question. Mais je ne sais pas si vous avez écouté ce qu'on a dit, parce qu'à aucun moment, il a été question de mettre du numérique partout. Et par ailleurs, dans ce micro, il y a une pile qui n'est pas tombée d'un arbre. Hein. Donc ne confondons pas tout. Hein. Excusez-moi, je continue quand même. Il y a de l'électronique, donc il y a du numérique dans le micro. Vous l'utilisez, je sais pas. Oui, bien sûr, je l'utilise. Vous n'êtes pas venu à pied, vos chaussures ont été... Enfin, ne confondons pas tout. Je suis simplement en train de dire qu'il y a des usages numériques qui ont prouvé leur utilité. Donc je ne suis pas contre leur utilisation. Par contre, je pense que la politique actuelle qui consiste à dire on va mettre du numérique partout, de plus en plus, et ça aura certainement un impact positif. Mais de quelle politique parlez-vous? Qui a dit ça? Certainement pas Jean-Michel Blanquer et certainement pas nous à cette table ronde. Donc je ne sais pas de qui vous parlez, mais ni de nous, ni de l'institution. Si, l'institution, j'ai fait récemment une conférence sur les numériques éducatifs où j'ai étudié ce qui se passait en fait sur les politiques éducatives depuis à peu près les années 2000. Et donc j'ai vu qu'effectivement, il y avait des conseils qui avaient été nommés par différents gouvernements de gauche comme de droite et que ces conseils en fait étaient uniquement composés de gens qui étaient des industriels du numérique. Et c'est sur la base des conseils qui sortaient, qui étaient émis par ces groupes que finalement les politiques éducatives étaient effectivement dirigées vers le numérique à l'école. Et c'est pour ça qu'il y a eu le plan numérique de François Hollande. Il y a maintenant effectivement le numérique pour l'école de la confiance, au service de l'école de la confiance de Jean-Michel Blanquer. Et je pense, comme me disait, il y a eu plusieurs interventions dans ce sens, je pense que la vraie relation humaine en direct a quand même une importance extrême et qu'elle est un petit peu négligée aujourd'hui. Voilà. Mais moi, je veux bien me prendre les tomates, mais les tomates que je mérite. À aucun moment, nous n'avons dit qu'il fallait nier l'humain. À aucun moment, nous n'avons dit qu'il fallait le numérique pour le numérique. C'est exactement le contraire du discours que nous avons tenu. Allez dans une école et vous verrez, vous constaterez de vous-même, et je dirais même que je le regrette, que le numérique est absolument absent et que précisément, c'est le problème. Juste pour finir sur une note positive, une question de conclusion. Est-ce que le numérique, finalement, c'est plutôt aller vers la coopération que contre la compétition, qui est le modèle aujourd'hui existant dans l'éducation nationale? Est-ce que le numérique pourrait favoriser la coopération dont nous avons tous besoin? Tout dépend comment on l'utilise. Encore une fois, le numérique Je pose des questions, peut être utilisé à n'importe quelle fin. La question, en réalité, la question derrière tout ça, c'est pas tant de savoir numérique ou pas numérique, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que notre école aille mieux? Qu'est-ce qu'on fait pour que le niveau de maths des élèves arrête de chuter de manière drastique depuis 30 ans?
si la raison, si la question, si la réponse c'est on fait autrement, on innove et on n'a pas besoin du numérique, mais tant mieux. Mais tant mieux. Simplement, je crois qu'il y a des outils qui sont liés au numérique qui peuvent permettre de faciliter et d'améliorer les apprentissages et que de toute façon, le numérique, il est là. Oui, en mathématiques en particulier, il y a des choses remarquables sur le statut de l'erreur, par exemple, et sur la manière dont le maître va pouvoir gérer l'erreur. Ce qu'on ne pouvait pas faire auparavant avec de simples outils de papier qui permettent effectivement de nouvelles démarches pédagogiques. Bon, il y aurait tant à dire, mais le numérique, il a... en tant que fait sociétal, encore une fois, il a 3 conséquences. Alors, je pourrais développer ça longtemps, mais je vais faire rapidement. Celle d'abord de bouleverser complètement les systèmes de représentation. On voit bien à quel point, aujourd'hui, tous ceux qui représentent les autres sont contestés dans leur représentation. Celle de bouleverser les systèmes de médiation. On voit bien comment les médias sont contestés. Et d'une certaine manière, les journalistes sont des médiateurs, mais les enseignants sont des médiateurs aussi. Alors, les médias se sont transformés plus vite, parce que les médias ont des enjeux économiques que n'a pas l'école, mais les enjeux de société sont plus forts à l'école. On en prend toujours trop conscience, trop tard de ça. Et la troisième question, c'est la mise en cause des expertises. Les experts sont remis en cause même dans leur savoir et dans leur connaissance. Et les enseignants, les professeurs, les premiers, mais les parents aussi, d'une certaine manière, sont en face des enfants, sont des experts. Et donc, c'est compliqué, ça devient compliqué. Et moi, je comprends tous les problèmes d'angoisse ou de peur, quelquefois, qui peuvent exister. Mais, encore une fois, j'ai donné 2 mots pour essayer de répondre. Et je sais qu'exercer son discernement ou sa raison, c'est pas facile, mais c'est le seul moyen. Je vous assure que c'est le seul moyen. Sandrine, à vous de conclure. Finalement, j'ai une question pour vous. Est-ce que finalement, pour se mettre d'accord autour du numérique, c'est pas de se prendre un verre entre parents, enfants et enseignants ? Si, non, mais moi je pense que de toute façon, ce qu'on voit dans la table ronde, c'est qu'il y a des gens qui sont très pour et des gens qui sont très contre, mais au milieu, ça c'est toujours les extrêmes et il y a très peu de gens, mais au milieu, en fait, ce qu'on vous disiez tout à l'heure, compétition, collaboration, moi je pense que sincèrement, ce qu'il y a, c'est la collaboration. Aujourd'hui, si on arrive à prendre le meilleur du numérique et le meilleur de l'enseignement humain, on œuvrera pour plus d'efficacité et pour une révolution des mode d'enseignement dont on a vraiment besoin. Donc il ne s'agit pas d'être tout l'un ou tout l'autre. Moi je pense que c'est toujours la théorie du juste milieu, la vérité est au milieu et que quand on prendra vraiment les meilleurs de chacun, c'est là qu'on arrivera à vraiment opérer cette révolution de l'éducation. C'est parfait pour conclure. Merci à vous 3, merci Sandrine, merci à vous Michel, tous. merci Rémi, merci à vous. Je vous souhaite une bonne fin de salon et bonne soirée.